Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez Egencia Pro Academy. Alors merci d'être nombreux et nombreuses, d'être connectés aujourd'hui. Alors chez Egencia, en fait, nous accompagnons donc les managers, les RH, les dirigeants dans le développement de compétences. Alors, Egencia, c'est très simple, 50 ans d'innovation pédagogique, 4 campus en France et 5 filières de compétences et d'expertise, j'ai envie de dire, avec derrière des filières qui sont les ressources humaines, en spécialisation, diplômantes, certifiantes ou qualifiantes, en management, en commerce et relations clients, en immobilier et en grande distribution. Alors, chez Egencia, donc, comme je le disais, nous accompagnons les managers, les dirigeants dans le développement de compétences. Et puis, dans ce contexte, en fait, pour développer les compétences et développer, en fait, les capacités des managers, eh bien, il y a une chose qui est absolument indispensable, c'est la prise de parole. Alors, au fond, quand on parle de prise de parole, c'est pas seulement, comment dire, bien communiquer. Bien communiquer, c'est parfait, mais il s'agit de comment la parole, transformer cette parole en véritable levier de leadership, de décision et de performance. Alors, c'est précisément le sujet de notre webinaire aujourd'hui. Donc, comment développer une parole impactante, renforcer son leadership. Alors, je suis Jean-Michel Bormand, responsable d'affaires chez Egencia Pro Academy. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Léo Caddy. Léo Caddy, bonjour. Bonjour Jean-Michel, merci pour cette invitation. Alors, tu es une fondatrice reconnue de Talent Awake. Tu me dis si je me trompe. Tu accompagnes donc des dirigeants, des COMEX et des organisations en fait dans les enjeux de transformation, de prise de décision, mais également de coopération. Alors, tu interviens également comme modératrice, maîtresse de cérémonie. On t'a vu intervenir d'ailleurs à ce sujet sur des forums économiques et institutionnels internationaux, et notamment entre l'Europe et l'Afrique. Absolument. Voilà. Alors, la parole engage directement des dynamiques, on est d'accord, d'influence, de décision, d'alliance, et ta spécialité, c'est de travailler la parole. Alors, non pas simplement, comme je le disais, comme étant un moyen de communication, mais vraiment comme un levier stratégique de performance, et dans des contextes justement où les décisions sont complexes et où il y a de forts enjeux. Exactement. Alors, tu as développé une approche en plus que j'ai bien appréciée, que j'ai pu relire dans ton livre, qui est structurée autour du leadership d'alliance. Alors, ça vise à renforcer, et tu me diras si je me trompe, la légitimité, ça accélère les décisions, ça permet des dynamiques de coopération pérennes. Et ce qui est très important, parce que coopération, ça peut très rapidement tourner court parfois. Donc, comment la rendre pérenne et comment elle puisse être durable, ces coopérations. Et tu travailles ainsi une compétence centrale. Et en fait, c'est une colonne vertébrale du leadership, si j'ai bien compris. Donc, c'est la capacité, cette colonne vertébrale du leadership, c'est cette capacité à structurer une parole qui accélère les décisions, encore une fois, aligne les équipes sur un objectif commun et renforce la performance collective. C'est exactement ça. Alors, tu es également l'auteur, et là, c'est le livre que tu viens de publier, de Parler pour rassembler. Alors, merci d'être avec nous. Et on va commencer, comme tout webinaire, par un petit sondage. Et je vais demander donc à ma partenaire d'afficher ce sondage. Et vous allez avoir un moment pour répondre, à savoir quand vous prenez la parole, notamment en réunion, qu'est-ce qui vous paraît plus difficile? Est-ce que c'est assurer votre légitimité, créer l'adhésion, faire décider, capter l'attention? Voilà. Alors, est-ce qu'on voit les résultats du sondage, nous, Jean-Michel? Alors, le sondage en cours, je regarde. Ah, on parle beaucoup, mais on décide rien. Voilà. 100%. Ah bah là, pour le coup. Nous sommes victimes du syndrome de la réunionnite aiguë. Nous les enchaînons, mais que décidons-nous? Grande question. Bon. Ah, il y a un 80% maintenant. Il y a aussi les collaborateurs n'osent pas s'exprimer, 20%. Exactement. Est-ce qu'on est sur des réunions descendantes ou est-ce qu'on est sur des réunions un peu qui impliquent, dans lesquelles on partage? 13%, les messages manquent de clarté. Ah, 22%. Voilà. Bien.
Alors, partager les résultats. Eh bien, écoutez, 45%, on parle beaucoup, mais on ne décide de rien. D'accord. 27%, les collaborateurs n'osent pas s'exprimer. Et Mmh. 27%, les messages manquent de clarté. Voilà. Ben, Léo Gady, ça t'inspire quoi? ah ben voilà, on est pleinement au cœur des constats, des observations que j'ai pu faire dans les formations, les accompagnements, les coachings collectifs. C'est qu'en fait, on se dit qu'on est dans un environnement dans lequel, bah, comme j'ai dit quelque chose, a priori, ça devrait être suivi d'une action, et on se rend compte qu'il y a une inflation de paroles Oui. et en fait qui ne sont pas suivies d'effets. Et c'est intéressant ce sondage puisqu'il a parlé beaucoup. Les gens ne s'expriment pas, donc est-ce que le Mhm. silence est une forme de communication? En principe, oui, sauf que là, il n'apporte pas les messages nécessaires pour faire avancer les choses. Et donc ça, c'est intéressant comme premier retour. Ça va nous permettre de rentrer justement sur le cœur de notre échange. Bien. Alors justement, le cœur de l'échange est aussi centré sur qu'est-ce qui t'a amené à écrire Parler pour rassembler. Et Donc bien curieux, c'est justement, parler pour rassembler. Or, on voit qu'en réunion, justement, alors, il y a eu les accompagnements comme base, et puis il oui. y a eu aussi le fait que plusieurs fois revenait la notion de, en fait, il se passe rien. On a l'impression de mouliner. On est un peu comme une souris qui tourne dans sa cage. Oui. On a l'impression qu'on répète, on répète, on répète, et pourtant, il n'y a pas de production, il n'y a pas de réaction, il n'y a pas d'engagement, il y a de la démotivation. Et l'idée derrière, ça a été de se dire, finalement, on a le sentiment d'échanger, on a le sentiment d'informer. Les managers travaillent, hein, ils font plein de PowerPoint, ils préparent leurs interventions, donc il se passe, il y a une action en amont. Et pour autant, les messages sont réinterprétés, les décisions sont retardées ou elles n'ont pas lieu, et donc il nous faut 4 réunions pour décider quelque chose qui aurait pu être décidé sur une seule réunion. Et puis les équipes à la longue perdent le fil. Et donc quand on se retrouve dans des contextes de transformation stratégique importants, on voit petit à petit les messages qui se délitent et les personnes qui ne sont plus engagées. Et je me suis dit, quel est le coût de la parole quand finalement on met des mots, mais que derrière, il n'y a pas d'action? Quel est l'impact sur la performance? Et c'est un peu le cœur de la réflexion de parler pour rassembler. Très bien. Alors justement, tu parles de coût. Alors concrètement, en fait, c'est quoi le coût Ah bah. de parler Alors, pour rassembler ou de ne pas parler ou parler pour ne pas rassembler? exactement. Parler pour rassembler, quand en fait on n'utilise pas cette approche-là, on va Oui. se retrouver avec ce que j'évoquais tout à l'heure, ce syndrome de réunionnite aiguë. C'est-à-dire que je vais faire 5 réunions dans ma journée. Si je fais le bilan en fin de journée, qu'est-ce qui est ressorti de ces réunions? Je ne sais pas. Qui fait quoi, comment et à quelle échéance? Je ne sais pas. Et donc, il faut que je renvoie des mails, il faut que je rappelle les personnes. Donc, on Oui. est dans une forme d'inefficacité qui impacte directement la performance. Et le deuxième point qui est important, c'est qu'on s'est rendu compte que dans des comités de direction où il y a énormément de sollicitations de ces membres de direction, quand les points, quand les réunions, quand les temps avec la ligne hiérarchique inférieure n'est pas efficace, ça impacte directement la performance puisque derrière, quand je suis manager de manager, je ne sais pas ce que je redescends comme information ou je redescends quelque chose qui ressemble à peu près à ce que j'ai cru comprendre et pour autant, on est inefficace. Donc c'est vrai que ça touche la performance quand on sait que derrière, si je réunis des gens dans une salle pour un événement et que l'objectif c'est de se ressortir au moins avec 4 leads, mais que je ne suis pas claire dans ce que je dis, ben j'en ai pas. À quoi ça a servi que je fasse cet événement? Bien. Alors, effectivement, d'ailleurs, en fait, alors moi j'ai une question comme ça qui me vient, Mmh. parce qu'il y a bien parler, il y a parler pour rassembler. D'après toi, c'est quoi la différence? Parce que si on parle bien, normalement, on est compris. On génère une action derrière. Mais c'est pour ça, donc la différence qu'il y aurait entre bien parler et parler pour rassembler. Alors parler pour rassembler viendra bien sûr, nous allons parler dans les 2 cas, sauf que pour rassembler, j'ai intérêt à bien comprendre les motivations, les besoins, Oui. les niveaux de compréhension, m'assurer que les termes que j'emploie, veulent dire la même chose chez ceux qui m'écoutent et puis, avoir une approche qui permette de réunir les attentions, les énergies, les réflexions autour d'un projet qu'on a tous bien compris. Mhm. Et donc la question, c'est que pour rassembler autour d'un projet, je dois quand même faire le tour de mes collaborateurs, de mes managers, pour être certain qu'on a la même perception, la même vision, la même compréhension, d'une part, et d'autre part, que chacun sait ce qu'il est censé faire. Très bien. Alors, en fait, effectivement, c'est toute la préparation qu'il y aurait avant, hein, en amont, Exactement. donc d'accord, de cette action. Euh,
Alors, dans le livre, je crois que tu as développé une partie avec trois types de paroles, je crois, la parole intime, publique, la parole stratégique. Est-ce que tu peux nous parler Bien de sûr. cela? Alors, je les ai découpés parce que c'était pour faciliter la compréhension aussi, Oui. mais en réalité, les 3 sont imbriqués, c'est-à-dire que la Mhm. parole intime va être celle que je vais, utiliser quand je vais parler de moi, quand je vais dans des réflexions, j'allais dire moi avec moi-même, mais également celle qui va me permettre à un moment donné, comme disait un de nos, participants tout à l'heure, de m'exprimer au bon moment pour partager finalement un avis contraire, pour poser une question, parce qu'en fait, ça viendra de ma réflexion personnelle. La parole intime est importante parce qu'elle permet aussi la construction de la légitimité. Si je suis Mhm. dans un environnement dans lequel je me sens pas à l'aise, je me sens un peu en tension ou un peu menacée, ben, au lieu d'exprimer les choses, j'allais dire vers l'extérieur, je vais commencer à me faire un petit peu ma réflexion interne et donc ça perd en puissance. La parole publique, c'est finalement quand Oui. j'ai fait toute cette réflexion, j'allais dire moi avec moi-même, c'est qu'est-ce que je vais dire aux autres, comment je vais l'emmener, sur quoi est-ce que je vais me baser, est-ce que je partage une émotion, est-ce que je partage une réflexion, surtout comment je le formule de telle manière que je puisse être compris, entendu, et d'une certaine manière, je donne envie qu'on me réponde, qu'on me clarifie des éléments. Et le troisième temps, c'est la parole stratégique. C'est celle qui finalement va être, entre guillemets, exposée à l'extérieur et qui va magnifier, surligner, engager de façon massive un certain nombre de personnes autour d'une cause, autour d'un projet. Et c'est celle qui, en même temps, va permettre, par exemple, de rentrer sur un nouveau marché, va permettre de mobiliser des collaborateurs sur une stratégie, va permettre de communiquer massivement autour d'une idée, autour d'un projet. Alors, je vois bien effectivement ces trois prises de parole intimement imbriquées, comme tu le disais, hein. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple concret, en fait, pour illustrer ce que tu viens d'évoquer? Oui, alors on va reprendre un exemple, de comment une parole intime finalement a fait le cheminement d'une parole stratégique. Nous Oui. avons un dirigeant, il y a pas très longtemps, qui a annoncé, sa maladie, qui a dit qu'il avait un cancer. Comme il était patron d'une très grande entreprise, il s'est dit: «Moi j'ai fait le choix de partager ça», donc là on parlait d'une maladie, mais quel effet ça a eu? C'est-à-dire que quand il a annoncé ce qui est finalement de l'ordre de l'intime, cette maladie, au niveau public, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné, ça a créé une forme d'empathie de ses collaborateurs qui se sont dit: «Quel courage d'annoncer ça» et d'une certaine manière, peut-être que pour certains qui ont déjà vécu ça avec des proches, ils pourront comprendre qu'ils soient moins présents, qu'ils délèguent plus certaines choses. Pour autant, ça ne baissera pas l'efficacité et la performance et quand c'est devenu une parole stratégique, ça a amené à un grand débat qui était celui de savoir est-ce qu'un dirigeant, quand il a des collaborateurs à travers le monde entier, doit Mhm. faire ou pas cette démarche? Et donc là, on a le cheminement de ces 3 paroles qui finalement, c'est une parole intime, qui devient une parole publique et qui devient une parole stratégique. Parce que lui, il a fait le choix de le faire, il ne s'en est pas caché. Pour autant, sa société, elle a continué à faire ses ventes et au contraire, on l'a considéré un peu différemment. Mais ça a humanisé la Mhm. posture de ce dirigeant, plutôt que de le faire paraître comme étant un Superman, dans sa façon d'être auprès de ses collaborateurs. Mhm. Donc, en fait, quelque part, c'est un partage qui nous amène à légitimer encore plus la personne qui le fait, si j'ai bien compris. Exactement, dans cet exercice-là, c'est-à-dire Oui. qu'on sort un peu de ces étiquettes qu'on nous colle, c'est-à-dire si je suis le manager ou le Mhm. manager de manager, je suis un surhomme, je suis une surfemme, donc en fait, j'ai un grand S de Superman sur ma poitrine et quoi qu'il arrive, les choses tombent sur moi, mais glissent sur moi comme, l'eau sur les plumes d'un canard et en fait, je ne suis pas, en tout cas, je suis résistant à tout, ce qui n'est pas vrai. Il y a des choses qui vont nous affecter à titre individuel, il y a des choses qui vont nous affecter à titre professionnel, il y a des choses qui vont nous affecter parce qu'à un moment donné, face à à une nouvelle étape de projet, on peut se retrouver à se questionner en se disant: «Est-ce que j'ai suffisamment confiance en moi pour y aller?» Et donc dans cette parole, intime, publique et stratégique, je peux très bien réunir les membres de mon comité de direction et de leur dire: «Écoutez là, j'ai pas d'idée». Ah bah, c'est Mhm. parfait. Pas d'idée égale passons à de la co-construction, passons à du collaboratif, parce qu'à cerveau collectif, on va forcément trouver ce qui pourrait être un premier niveau au moins d'action, même si elle est intermédiaire, ça nous évite le statu quo. Exactement. Alors, Mmh. ça veut dire effectivement qu'il y a un lien entre parole et légitimité, puisque la parole va inciter à la légitimité et va
avoir une influence exactement sur la production, sur même la performance finalement. Tout à fait. Et ça vient tirer un fil aussi sur le genre de culture d'entreprise ou la culture managériale qu'on va mettre en place avec ces équipes. Parce que finalement, si moi, je suis un manager qui exprime librement les choses et les pose, d'une certaine manière inconsciente, j'autorise aussi les autres à venir partager ces choses-là. Alors, on est d'accord que la parole intime, ça ne veut pas dire que je vais raconter tous mes week-ends avec mes copains et toutes les fleurs que j'ai mises en place dans mon jardin, qui est extraordinaire. Je peux le faire, mais ce n'est pas que ça. C'est vraiment en lien avec la capacité d'exprimer sa réflexion, sa fragilité, son questionnement à un moment donné, parce qu'on sait que ça peut être quelque chose qui nous dessert sur la durée. On avait l'exemple du collaborateur qui ne s'exprime pas en réunion. Peut-être qu'à un moment donné, il s'est désolidarisé du projet d'équipe, il s'est désolidarisé du projet d'entreprise, mais bon, comme il n'a pas eu l'endroit où le dire, en fait, il préfère se taire. Oui, en plus, je repensais à l'exemple que tu venais de citer pour ce patron d'une grosse multinationale, et je me disais, et quelle a été la réaction en bourse des investisseurs, parce que c'est ça aussi qui est important quand on gère une entreprise Exactement. qui est plutôt avec des investisseurs privés. Et oui, il a eu un vote de confiance. Ah, et c'est ce qui a surpris. C'est pour ça que je dis il y a eu un débat à l'issue en se disant mais est-ce qu'un patron doit annoncer ça? Au contraire, il faut qu'il se cache, il faut qu'il disparaisse. Et pas du tout. Lui, il a eu un vote de confiance et en fait, ça a amené des gens aussi à considérer l'entreprise comme étant entre guillemets plus humaine, parce que si sa tête était en capacité d'exprimer ce genre de choses, ça donnait aussi envie d'être dans un environnement peut-être moins lisse, moins à la communication diplomatique, en arrondissant plus que nécessaire les angles. Et ça, c'est aussi important dans un monde où aujourd'hui, on se retrouve avec beaucoup d'IA qui rentrent, avec cette question de finalement, sommes-nous encore humains ou pas dans nos relations? Ou est-ce que tout est lissé? Est-ce qu'on peut encore se dire des choses? Est-ce que je suis légitime quand on me met sur un poste où finalement, je n'ai pas l'expertise terrain et j'accompagne les équipes? Là, il y a une forme de... La parole pour rassembler, là, a vraiment une clé à jouer, entre guillemets. Très bien. Alors effectivement, est-ce que je pensais que ça serait un exemple aussi à communiquer parfois auprès de certains hommes politiques, parce qu'effectivement, ils sont tous surhommes, nous sommes bien d'accord. Voilà. Alors, oui, au-delà de ça, oui, pardon. Au-delà de ça, en fait, et pour les femmes, parce qu'effectivement, être une femme leader, comme tu l'es toi. Alors, j'allais dire une femme leader. On a fait le distinguo pendant très longtemps. Dans les coachings que je fais souvent, dans les comités de direction, dans les accompagnements, les premières demandes que j'ai souvent, c'est je suis manager de manager et je vais rentrer dans le COMEX et le CODIR, je suis complètement perdue. Et alors, on a l'impression qu'elle rentre dans une autre galaxie, mais elle rentre effectivement dans une autre galaxie parce qu'il y a des nouvelles règles, il y a des nouveaux codes qui imposent très vite, très tôt, que chacune, à un moment donné, se dise d'abord, est-ce que je suis légitime à y être? Alors, très souvent, pour un peu détendre l'atmosphère, je dis, si vous avez été choisi, c'est que vous avez la compétence pour y être. Oui. Alors, donc, ça ne se joue pas tellement à un niveau de compétence, ça se joue sur quelle est la place que je vais pouvoir occuper. D'abord, est-ce que je vais la prendre? Oui. Est-ce que quand je vais m'exprimer, je vais être écoutée? Est-ce que ce que je vais mettre en place va être suivi d'effet? Est-ce que si je propose une nouvelle stratégie, comment je vais réussir à embarquer? Et donc, il y a tout un travail autour de prendre sa place, autour de construire une parole qui devienne légitime, autour de construire un projet d'équipe avec finalement ces managers de managers ou dans ce comité de direction, ce comité exécutif qui est mis en place pour qu'elles arrivent à un moment donné à se dire « j'ai ma place, j'ai une parole qui peut être suivie des faits, je peux embarquer des équipes avec moi ». Et on arrive toujours à un moment donné à la question « oui, mais je suis la seule femme avec que des hommes autour de moi ». Et tout dépend aussi du secteur d'activité. Je dis « mais faites-en une force ». Vous êtes la seule, tant mieux, ça veut dire que vous aurez une vision différente, vous allez les challenger, vous allez amener d'autres choses. Et puis, je propose aussi de travailler de façon collaborative. C'est-à-dire que parmi toutes ces personnes, les expériences de vie, les expertises, la vision des choses seront différentes. Et donc, de ces différences-là, trouvons un point de rassemblement qui va nous permettre d'avancer. Et on va venir toucher un point qui est important, c'est la culture. Dans quelle culture est-ce que cette femme-là va prendre sa place? Est-ce qu'elle est prise, et c'est une grande question aussi que certaines se posent, est-ce qu'elles sont prises entre guillemets pour créer un précédent?
Elles sont prises parce qu'il y a des quotas. On avait bien vu la loi Copé-Zimmermann à l'époque, un peu l'effet boule de neige que ça a créé. Pour autant, aujourd'hui, on essaie de mettre ça de côté en tout cas, on le travaille dans ces accompagnements-là pour qu'elles puissent pleinement prendre leur place et de se dire qu'elles ont une carte à jouer et que si elles ont été nommées, qu'elles la jouent. Tout à fait. Parfois, certaines personnes ont cette espèce de syndrome un peu de l'imposteur. Enfin, mais est-ce que je mérite vraiment cette place? En fait, ben oui, clairement. Enfin, Mais oui, parce qu'il y a une déclinaison. On connaît bien le syndrome de l'imposteur. Puis il y a ces petites cousines qui sont celles qui, à un moment donné, on va avoir l'impression de se retrouver devant quelqu'un qui nous a accompagnés. Donc, il y a le syndrome du mentor. Là, on va se dire, oh, oui. bah non, mais s'il parle, moi, je peux rien dire, donc je reste toute petite. Ah oui, tout à fait. Et il y a l'autre qui va consister à dire, mais en fait, il faut que je parle plus fort qu'eux. Donc, on va être dans une espèce de lutte. Alors qu'en fait, il n'est pas nécessaire de lutter. Donc, c'est plutôt comment je vais réussir à trouver les points d'accord. Et même dans les points de désaccord, on grandit. Et donc, c'est aussi la capacité à avoir une analyse qui va favoriser le fait qu'on avance plutôt que le fait qu'on recule ou qu'on reste en statu quo. Et c'est vrai que le syndrome de l'imposteur, on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, par ailleurs aussi, ça veut dire qu'il faut créer des alliances. Exactement. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a un lien, finalement, entre la parole que vous allez prendre au sein de ces COMEX, par exemple, et en même temps, les alliances que vous allez pouvoir créer. Donc, le lien, en fait, comment tu vois le lien, toi, entre la parole et l'alliance? Alors, le lien, il est, bon, d'abord sur quelque chose que tout le monde connaît bien, c'est déjà l'objectif. Est-ce qu'on a un objectif commun ou pas? Donc, c'est déjà dans la manière dont je vais fixer l'objectif. Ça, quand on travaillait avec les ressources humaines et qu'on avait les nouvelles formes d'entretien annuel, ils nous disaient, bon, ils fixent des objectifs SMART et puis tout est OK. Je dis, bon, d'accord, ça c'est la méthode. Maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'ils comprennent de ça? C'est pas la compréhension intellectuelle de la manière dont l'objectif est libellé, c'est comment ils se projettent dans la mise en place de cet objectif. Et là, il y a une forme d'échange à avoir déjà. Pas au niveau de qu'est-ce que tu comprends de l'objectif que je t'ai fixé, mais plutôt comment tu te projettes dans la manière de le mettre en place. Alors, sur le moment, ils vont peut-être vous dire, je ne sais pas trop, je vais voir. Mais en tout cas, l'axe de réflexion se pose à ce niveau-là. Donc, il y a déjà une capacité à comprendre ces objectifs. Et puis déjà, dans un environnement dans lequel la coopération est une vraie base pour pouvoir avancer, notamment dans des environnements complexes. C'est-à-dire que là, je vais aller chercher autour de moi des personnes qui, par facilité, partagent la même vision, plus je vais aller chercher des personnes qui ne la partagent pas pour aller comprendre à ce niveau-là, est-ce qu'il y a une opposition? À quel niveau elle se situe? Est-ce que c'est une question de compréhension? Est-ce que c'est une question de compétence? Est-ce que c'est une question de démotivation, de non-adhésion? Est-ce que c'est quelqu'un qui a clairement pas envie de changer tout court parce qu'il est plus attaché à ce qui se passait hier et ne se projette pas dans ce qui se fait demain? Et c'est là qu'on va aller construire des alliances, entre guillemets, qui vont être intelligentes, dans lesquelles on va pouvoir mettre chacune des personnes à la bonne place, voire l'accompagner à prendre sa place, pour être un peu dans des rouages vertueux pour avancer. Donc la notion d'alliance est vraiment centrale, et cette parole qui rassemble, elle va rassembler des personnes qui sont pro ou contre, ou à peu près, je ne sais pas trop encore, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas, et un peu hésitante, pour arriver à trouver quels sont les leviers qu'on va activer pour faire avancer les choses. Très bien. Alors, effectivement, cette dynamique, celle dont tu parles, là, de créer des alliances et de pouvoir aussi, non pas s'imposer, mais être reconnu, plutôt que de s'imposer, être légitime au sein d'un COMEX, c'est une forme de dynamique, en fait, qui sera intégrée qui est intégrée dans les programmes Igencia, d'ailleurs. J'en profite pour le dire, et en particulier celui qui est dédié au leadership féminin. Oui. Alors, le leadership féminin, je te pose la question parce que tu es en fait, l'intervenante, j'ai envie de dire, de référence sur ce parcours. Pourquoi d'abord tu as décidé d'être intervenante référente, pardon, il faut que je parle à peu près correctement. Oui, je trouvais que c'était dans la juste continuité des réflexions que j'avais menées en écrivant justement le livre, parce que de la parole intime, c'est quand je suis une femme, jusqu'où je dis, qu'est-ce que je dis et comment j'ouvre. Quand je suis dans une parole publique, est-ce que je suis obligée d'apprendre par cœur des éléments de langage, des mots-clés, de les répéter, alors qu'en fait, ils sont un peu désincarnés? Et puis, quand j'arrive sur une parole stratégique, comment j'arrive du coup à mobiliser les femmes et les hommes, finalement les équipes qui sont les miennes, où est-ce que je trouve des leviers d'alliance? Et je trouvais qu'en fait, la réflexion qui était portée sur les thématiques dans ce programme-là
en fait, elle faisait écho aux réflexions qui avaient été les miennes dans le livre, avec un certain nombre d'outils qui pouvaient aussi être transférés dans cette formation. Donc, je pensais que c'était une belle manière d'illustrer au niveau pratico-pratique la réflexion et de la transférer dans ce programme-là. Très bien. On peut évoquer les thèmes aussi. Oui. Alors, je voulais revenir sur un sondage qui n'a pas été fait, mais qui est le deuxième et sondage de conclusion, j'ai envie de dire, qui est lorsque vous prenez donc cette parole, alors on parle de COMEX, on parle de comment dire, de femmes qui doivent effectivement prouver que, enfin faire adhérer, encore une fois, j'aime pas le terme prouver parce que ça veut dire qu'on se sent pas légitime, or on est légitime si on est là, mais en fait, lorsque on prend la parole, d'après nos participants, qu'est-ce qui est le plus dur? Est-ce que ça serait, par exemple, de capter l'attention, d'assumer une légitimité, comme on le disait là, qui doit être, j'allais dire, automatique. Pratiquement, cette légitimité, si vous êtes là, c'est que vous pouvez. Hein, créer de l'adhésion ou faire décider et de créer donc des alliances en faisant décider. Donc, je ne sais pas si le sondage apparaît à l'écran. Alors, je viens de voir les résultats du premier. Je pense que là, ça va apparaître. Je ne vois pas le sondage apparaître. Ah, je pense que oui, ça y est. Ah, voilà. Voilà. Alors, attends, je regarde. Alors, nous avons 33% pour qui c'est dur d'assumer la légitimité. C'est ce qu'on évoquait, hein, justement. Et 67% pour lesquels il semble être difficile de créer l'adhésion. Ça t'inspire quoi? Justement, c'est le point central de parler pour rassembler. C'est finalement, je fais adhérer les gens autour de quoi? Et c'est pas simplement autour du projet, c'est que le projet, c'est la partie visible de l'iceberg. C'est qu'en fait, moi, derrière l'adhésion, il va falloir que je les fasse adhérer à une culture managériale, la manière dont ils travaillent dans cette équipe, peut-être à une culture de coopération, si c'est celle que j'essaie de porter, peut-être aussi à une manière d'apprendre à vivre ensemble, parce qu'on passe quand même beaucoup de temps au bureau, même si aujourd'hui il y a du télétravail et qu'on se retrouve avec des équipes un peu à travers le monde ou à travers la France. Et puis il y a aussi un autre point qui va être fondamental derrière la notion d'adhésion, c'est comprendre et accepter en tant que manager qu'à un moment donné, on a un collaborateur qui fasse un stop and go et puis qui soit là un temps et qui se retire à un autre. Et donc c'est aussi de suivre de façon systématique, grâce à des points one-to-one, grâce à des réunions spécifiques, hein, donc qui seront dédiées à la notion de cette adhésion, grâce à un monitoring un peu de ce qui est mis en place en termes de projet. Est-ce que la personne, entre guillemets, est toujours avec moi ou pas? Ça, c'est ce que je vais me poser comme question vis-à-vis de l'équipe. Et la première question, qui est-ce que moi, je suis toujours en phase avec ce projet? Et c'est une question qui ne se pose pas. Tout est tourné en termes d'énergie, toujours vers mes collaborateurs, mais qu'est-ce qu'ils font, mais ceci. Mais avant d'aller vers eux, c'est important de savoir est-ce que moi j'adhère toujours à cette idée, comment je la porte, comment j'en parle, parce que ça va avoir un effet de levier majeur sur le niveau d'adhésion que vont avoir les équipes aussi ou les managers avec lesquels je travaille. Donc il y a tout ça qui se construit et dont on parle justement dans cette formation, pour pouvoir emmener progressivement déjà à comprendre que le premier maillon de la chaîne, c'est vous. C'est celui qui va donner envie. Le premier rouage, ça va être vous. Le premier élément moteur, ça va être vous. Et donc, il y a d'abord tout un questionnement à avoir vis-à-vis de soi pour être sûr de pouvoir créer cette adhésion. Parce que sinon, je vais proposer d'adhérer avec des mots qui vont être creux. Avec des mots qui vont être répétés. Ils vont dire, oh là là, c'est bon, on connaît ces mots par cœur. Mais finalement, je ne les incarne pas. Et du coup, je ne suis plus exemplaire, donc c'est difficile de créer des adhésions dans ces contextes-là. Donc c'est intéressant de voir que ça reste un point clé à 67% dans notre sondage. Absolument. Alors, j'ai des questions d'internautes, je veux dire de participants, pardon, qui me disent « Ah, mais le livre de l'intervenante, il s'appelle comment ?» Alors, parler pour rassembler. Et avec un titre qui dit « Transformez vos mots en outils d'influence et d'alliance » pour gagner en légitimité. Je regarde parce que je l'ai là avec moi. Attends, je le prends. Sinon, je ne connais pas le sous-titre par cœur. Voilà, donc il est là, comme ça. Alors, un peu plus devant la caméra. Voilà.
Parfait. Et donc, il est disponible sur Amazon, je crois, c'est ça? Tout à fait, il est disponible sur Amazon. Parfait. Bon, parce que c'était des questions de participants et du coup, D'accord, je me suis parfait. dit, quand même, je vais donner le nom, ça serait bien, hein. Mais oui. Alors, justement, en parlant des participants qui nous écoutent et qui nous regardent, j'ai une question comme ça à poser. C'est un petit peu une question finale, entre guillemets, sur le chat, avant d'aborder les questions, effectivement, que tous nos participants souhaitent poser. Pour vous, comme ça, dans l'absolu, en ayant écouté Léo Caddy, quelle est la première chose que vous allez changer dans votre manière de prendre la parole? Vous pouvez le faire passer vos réponses dans le chat des Oui, participants. comme ça, on va voir. Ça serait intéressant d'avoir vos réponses, même si effectivement, je dirais que c'est un peu abrupt comme question, puisque vous n'avez pas forcément eu le temps, j'allais dire, de bien y réfléchir, et l'information est encore fraîche. Mais comme ça, quelle est la première chose qui vous semble pertinente à changer dans votre manière de prendre la parole? Alors, j'attends de voir ce qu'on a comme réponse. Je vais laisser un peu de temps. Mhm. Je regarde si nous avons des réponses. Ah, voilà. Ah, ça y est. J'ai plus de réflexion, je pense, avant de prendre la parole. Oui, j'ai trois participants, pardon, qui me disent ça. Bah, autrement dit, enfin, je synthétise, c'est réfléchir, c'est anticiper, et c'est comme tu dis, c'est prévoir, mais en fait, l'objectif, enfin, tout ce que tu as évoqué, en fait, avant de prendre la parole, effectivement, il va falloir que j'ai une réflexion beaucoup plus approfondie. Tout à fait. Voilà, donc je regarde s'il y a d'autres messages, parce que s'il n'y en a pas beaucoup, ça veut dire que tu as été très clair. Donc, ils vont tous se précipiter sur le livre. Oui. Je vais rebondir sur ce que nous dit la Ahmed. Alors, plus de réflexion avant de prendre la parole. J'ai eu aussi en opposition. Oui. Oui, mais est-ce que ça veut dire que du coup, je dois perdre ma spontanéité? Est-ce que ça veut dire que j'utilise pas ce mot-là à la place de celui-là parce qu'en fait, j'ai peur de l'effet? Et je dis, mais en fait, si, je vais questionner. Je veux dire, voilà ce que moi je pense, comment moi je vois les choses. Et vous, à votre niveau, comment vous le voyez? Ce qui va permettre de créer un lien, parce qu'on travaille vraiment sur cette notion de lien, d'alliance. Et finalement, si je me coupe de tout, ben, je rentre dans le silence dont on parlait tout à l'heure. Absolument. On met aussi plus d'écoute. C'est ça. Tout à fait. Alors oui, alors ça, c'est un grand sujet. Plus d'écoute, c'est comment j'écoute ce que me dit l'autre. Est-ce que je suis déjà en train d'interpréter? Est-ce que je suis déjà en train de le prendre pour moi personnellement? Là aussi, il y a tout un travail. Alors, il est autour de la parole, hein, puisque le silence est une manière de discuter. Et la manière dont je vais écouter participe à avoir une meilleure capacité à communiquer et donc à choisir les meilleurs termes par rapport à ce que nous dit la personne qui nous parle. Oui, parce que tu parlais de l'importance de bien connaître les personnes à qui on va s'adresser, leur référentiel, réflexion, de vocabulaire, pour que tout le monde comprenne bien, pour chaque personne, lors de la réunion, on ait pu prévoir une communication adaptée, c'est bien ça. Tout à fait. Alors, je sais qu'aujourd'hui, on est dans un monde aussi où on est tellement dans des agendas qui s'enchaînent, mais très souvent, quand on travaille sur est-ce que oui ou non je fais cette réunion, parce que c'est aujourd'hui des questions que se posent dans des managers ou dans des comités de direction, j'en ai 6 prévus dans la journée, et si j'en enlève une, qu'est-ce qui se passe? Ou est-ce que je me fais remplacer sur cette réunion? La question de la préparation en amont avec un simple ordre du jour, alors pas avec 22 items, on est d'accord, 3 items principaux qui permettent à chacun d'arriver au moins avec un peu de clarté sur ce qui va être partagé. Et est-ce que oui ou non, j'amène des éléments de réflexion? Est-ce que je laisse un temps qui peut être peut-être que de 5 minutes, qui sera un temps de questions, qui permet justement de libérer un peu cette parole-là, toujours tournée vers l'action, parce qu'on parlait du coup de la parole avec une absence de performance, ça peut être une manière de ramener un peu d'efficacité aussi. Alors, j'ai une autre question qui vient d'apparaître en me disant, enfin une autre réflexion, pardon, qui est mieux échanger afin de prendre les décisions de suite. Je dis pas prendre les décisions de suite, mais prendre les décisions de suivi. Je pense que le sens de la réflexion est... Oui. Parce que ça aussi, si on est dans une culture où on est bon, on va se réunir et un jour on va décider. En fait, ce serait intéressant de commencer par se dire c'est quel est le jour de la décision. Si ça pouvait être aujourd'hui, on commence par un premier niveau de décision qui peut entraîner une action. Mais peut-être que l'action, ce sera juste, on se retrouve en sous-groupe pour travailler sur telle thématique.
Les 3 Mhm. sous-groupes travaillent et on a une nouvelle date pour un échange. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire, il est en train de se passer quelque chose. Ce qui est difficile aujourd'hui, c'est ce sentiment d'immobilisation où on se dit, oh, pour la 5e fois, je reviens et on parle encore du même sujet et il ne se passe rien. Alors, j'ai ici une autre question qui est intéressante. Avez-vous des tips, des conseils pour prendre la parole quand un groupe parle les uns sur les autres, autrement dit, qu'il y a une cacophonie en fait? Alors oui, déjà, ce qui va être important, c'est entre guillemets de dire la vérité. C'est-à-dire que là, on va être en mode parole intime. C'est-à-dire que ce que je constate, ce que j'observe, c'est que le groupe A a ce parti pris et que le groupe B a ce parti pris. Moi, la question que je voudrais poser, c'est de comprendre finalement ce qui vous oppose et donc les laisser parler, le groupe A, le groupe B. Et puis, la question de fond va être aussi de savoir, quand vous dites parlent les uns sur les autres, est-ce que ça veut dire qu'ils sont dans la critique Mhm. et donc c'est pas constructif et donc c'est sur ça que je vais attirer l'attention. Je vais aussi attirer l'attention sur le fait que finalement ils peuvent avoir des avis et des visions différentes. À un moment donné, ce qui va être important pour nous, c'est qu'est-ce que ces visions différentes apportent au sujet central qui est le nôtre. Donc on va toujours rallier ça sur le sujet du jour et pas sur les petites guérillas que ça pourrait créer, les petites tensions que ça pourrait créer, parce que ça peut très vite dégénérer et casser les alliances. Oui, alors peut-être aussi également, c'est les gens qui veulent tous parler en même temps. Oui, c'est-à-dire que s'il y a une grande cacophonie dans la salle, on va faire un peu le maître de la parole Oui, et donner un temps de parole à chacun, que chacun va respecter aussi. C'est aussi une manière de remettre une forme d'équilibre et de oui, justesse dans les échanges. très bien. Alors, Léocadie, je regarde si j'ai Mmh. d'autres questions. Je ne vois pas. Cela dit, pendant que je vais te laisser procéder à la conclusion et après je parlerai un petit peu de la suite. Je remarque comme si j'ai une autre question qui vient. Bah écoute, voilà, hein, ça va permettre d'avancer. Comment motiver des collaborateurs participant à un échange, sachant que nous les sollicitons et qu'ils refusent de répondre? Ah oui, c'est-à-dire que là, pour le coup, il y a effectivement des sollicitations sur des échanges, mais les personnes ne veulent pas répondre. Ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est déjà de comprendre pourquoi elles ne veulent pas répondre. Oui, Est-ce que quand elles disent je viens pas, c'est parce qu'elles sont sous l'eau et qu'elles ont trop de trucs à faire et qu'elles estiment que la sollicitation n'a pas d'intérêt immédiat par oui. rapport à ce qu'elles font? Ça va être un premier point de clarification. Mhm. La deuxième chose qui va être importante de comprendre, c'est finalement peut-être que moi, dans ma manière de proposer l'invitation, j'ai pas été suffisamment claire et pertinente sur le pourquoi de cette sollicitation et de sa valeur ajoutée par rapport aux gens que j'invite. Il y a déjà ces 2 premiers points-là. Après, ça, c'est avant, mais après, il y a la question de la motivation aussi dans cette question. C'est finalement cette motivation-là, qu'est-ce qui va les motiver? Et là, on va aller travailler un peu sur les leviers de motivation Mais, de ses collaborateurs. Oui, et pour les Jean-Luc? personnes qui sont en réunion, donc qui sont venues, mais qui, en fait, ouais, ils répondent pas. Bah Voilà. oui, ils sont dans leur, soi-disant, ils prennent des notes, mais ils sont en train de gérer leur mail, ou bien ils se disent Oui. vivement que ça passe, ils regardent 3 fois leur montre. Mhm. Donc ceux-là, on peut faire un petit point à la fin de la réunion en se disant, je sais pas, voilà André, on était en réunion pendant la réunion, voilà ce que j'ai observé. Je voulais avoir ton retour, ton ressenti, parce que ce qui va nous intéresser finalement quand on veut motiver et engager les personnes, il faut être réaliste. Je ne vais pas réussir à engager et motiver tous mes collaborateurs parce qu'ils ne sont pas Mhm. tous entre guillemets sur la même fréquence à un Oui. moment donné. Ce qui va être important par contre, c'est si ce collaborateur-là a un rôle majeur ou clé à jouer dans le projet ou dans le sujet sur lequel on est en train de travailler, j'ai intérêt à bien comprendre ce qui fait qu'il se désengage ou qu'il soit moins motivé. Donc, un temps en aparté pour clarifier ce point-là et peut-être aussi, comme on est dans une forme de collaboration, il n'y a pas que moi qui ai entre guillemets toute la science infuse, c'est peut-être lui dire, peut-être que tu aurais souhaité ou tu avais une autre vision de ce temps d'animation et peut-être que la fois prochaine, ça pourrait être toi qui le prennes en charge pour garder la personne aussi active. Oui. Mhm. Tout à fait. Alors j'ai une autre question. C'est comment se faire entendre par une personne qui ne veut pas entendre et ni bouger de sa position. Alors, c'est là qu'on rentre dans un grand débat. J'ai une position, il en a une autre. Bon, après la question, c'est est-ce que mon objectif, c'est de le convaincre à tout prix pour qu'il Oui. vienne adhérer à ma position? Ce serait la question 1. La question 2, c'est peut-être que moi, je peux faire aussi l'effort d'aller explorer
sa position et comprendre un peu dans quoi elle s'inscrit, pourquoi il a cette vision-là de façon très concrète, et est-ce que cette vision-là, elle est contributive ou pas au sujet sur lequel on est en train soit d'échanger ou le projet qu'on est en train de porter. Maintenant, dans la question, il y a comment se faire entendre par une personne qui ne veut pas entendre. Donc, elle ne veut pas bouger de sa position. Donc, la question qu'on peut lui poser aussi, c'est finalement, qu'est-ce qu'elle ne veut pas entendre? Quel est le message qu'on est en train de lui faire passer? Parce que pour faire bouger quelqu'un de sa position, il faut qu'elle trouve un intérêt. Oui. Il faut qu'elle se sente concernée, il faut qu'elle se sente impliquée, et surtout et avant tout ça, il faut qu'elle se sente comprise. Donc peut-être s'installer avec elle et puis reprendre un peu nos positions respectives, comment est-ce qu'on les remet en lien avec notre thématique. Pour essayer de comprendre finalement qu'est-ce qui la bloque dans son implication, dans sa motivation, dans sa réflexion. Très bien. Alors, écoute, Locadi, je vais te laisser conclure quand même, puisque je vois qu'il est 13h16, donc nous arrivons pas loin de la fin. Je regarde s'il y a d'autres questions. Pour qu'on puisse peut-être... tu veux que je conclue? Moi, ce qui aurait été intéressant, c'est de conclure sur peut-être la formation. Exactement. Peut-être son contenu. Alors moi, ce que je pourrais dire, en tout cas dans un premier temps, c'est que c'est une formation qui sera très opérationnelle, comme vous l'avez pu le voir là, bien outillée, parce que l'idée, c'est d'être dans des éléments pratico-pratiques, pas de théorie qui n'en finissent plus, mais plutôt sur quelque chose qui soit au service d'un apprentissage individuel, d'un apprentissage collectif, et qui permette aux femmes qui adhèrent à en tout cas qui s'engagent dans cette démarche-là, d'être vraiment à l'aise avec les titres qu'on leur a donnés, avec la place qu'on leur a proposée, et puis aussi d'une certaine manière d'amener leur empreinte managériale de leader dans les projets qu'elles vont conduire, et de savoir, avec toute la légitimité qui va être la leur dans cette construction, le présenter, l'exprimer, donner envie à d'autres personnes de les rejoindre, donner envie aux équipes aussi de s'engager dans un contexte qui est j'allais dire en révolution, en tout cas en mouvement permanent, d'arriver à mobiliser. Alors, effectivement, sachant que tu auras l'occasion tout au long de ce parcours de formation de les accompagner, puisque c'est aussi un de tes rôles, au-delà d'être une praticienne et une intervenante chevronnée, c'est tu vas aussi les accompagner, les coacher à travers des ateliers. Voilà, et ça permettra comme cela de les faire comprendre que la formation, c'est pas une succession en fait de thèmes abordés, mais c'est un vrai parcours avec du lien et des chances de rencontrer différentes personnes, différents intervenants avec lesquels elles vont pouvoir échanger, intervenantes même je dirais, avec lesquels elles vont pouvoir échanger et continuer à développer leurs compétences. Et à ce titre, donc, si vous êtes intéressé, ce que je souhaite, et si vous souhaitez surtout aller plus loin, vous pouvez scanner le QR code qui s'affiche à l'écran et accéder à un extrait du livre ainsi qu'au programme détaillé. C'est ce que vous aurez comme information. Et puis, si vous souhaitez recevoir plus d'informations à titre personnel, écoutez... alors, oui, j'ai une question qui arrive. C'est une formation exclusivement pour les femmes? Non. Non, parce qu'effectivement, même si on parle de leadership féminin, ça n'empêche, et en fait j'en suis un peu quelque part témoin, de s'y intéresser en tant qu'homme et de comprendre en fait simplement que finalement à la base on est tous à même d'avoir un certain leadership, de créer des alliances, et ce quel que soit le genre des personnes. Voilà, donc non, ce n'est pas exclusivement pour les femmes. Au contraire, justement, Jean-Michel, tu te souviens, on a parlé de l'alliance. Donc c'est vrai que les hommes, il faut aussi comprendre la dynamique, parce que ça reste nos alliés. Comme toi, tu l'es, dans tous les programmes qu'on conçoit. Oui, effectivement, mais c'est vrai que l'alliance pour moi est principale. Enfin, je veux dire, c'est le cœur en fait qui fait que on peut atteindre des objectifs, on peut développer de la performance, parce que le tout, c'est effectivement avec une fin de performance en bout de parcours, finalement. Donc voilà, si vous souhaitez recevoir plus d'informations, je vois, merci pour cette information qui nous permet de grandir, je vous en prie.
c'est avec plaisir. Et pour peut-être grandir plus encore, eh bien, vous pouvez inscrire leadership dans le chat. Et auquel cas, vous inscrivez leadership et vous recevrez d'autres informations. J'ai envie de dire également que le livre de Léo Caddy fera partie de la formation. Hein, voilà. Oui, tout à fait. Il y a une partie des outils, effectivement, qui sont présentés, qui sont réutilisés. Mais on n'en dit pas plus, on fait un petit teaser. Voilà, avec de la mise en pratique, puisqu'encore une fois, vous l'avez bien compris, on est sur des pratiques d'atelier, de co-développement et, j'allais dire, de World Café, sur des méthodes très dynamiques où tout le monde participe et s'entraide. Hein. Alors, ça limite effectivement le nombre de participants, puisqu'on n'acceptons pas au-delà de 12 participants, tout simplement pour conserver cette dynamique d'un petit groupe et pour permettre vraiment de travailler ensemble, de bien se connaître et justement de créer des alliances, hein, puisque ça va être le maître mot. Et c'est vrai que c'est important, Jean-Michel, de le mettre aussi au cœur parce que un groupe de 12, ça permet à chacun, à chacune de mieux se connaître. Oui. Il y a plusieurs thèmes qui sont évoqués dans le parcours. Et puis de se dire, finalement, l'autre peut être mon père. À un moment donné, je suis dans une réflexion, j'ose pas le partager plutôt avec A et B, ben, je vais le faire avec C. Et là, on reste sur cette parole intime où je me dis, bah lui, il y a plus d'affinité, et donc je vais le faire avec lui. Je vais me dire, c'est plutôt avec cette personne-là que je vais aller présenter le projet, parce qu'il y a quand même des choses qu'il faut aussi présenter. Vous allez parler, mais pas que. Et puis, ça peut être de se dire, finalement, cette personne avec qui j'ai suivi ce parcours peut être demain celle qui m'accompagnera de façon plus large, parce que dans ma structure, maintenant, voilà, je me sens à l'aise, j'ai besoin de faire intervenir quelqu'un, mais on a passé tout ce temps ensemble, à cheminer ensemble, à grandir ensemble, à développer nos compétences. Et là, on pourrait, sur une parole stratégique, imaginer que, je ne sais pas, vous faites un événement chez vous et vous faites intervenir cette personne parce qu'elle a une thématique qui vient aider vos collaborateurs avec la délicatesse et la puissance de son verbe à elle, mais qui aura l'impact nécessaire auprès de vos collaborateurs. Donc, il y a plein de combinaisons qui sont possibles et qui permettraient justement de donner de la puissance et du poids à ce qui va être développé. Et puis, avec des collègues qui ont des expertises aussi de très grande qualité. Donc, ça vous donnera plein de capacités, de possibilités d'interaction. Très bien. Mais écoutez, je crois que ça va être le moment de nous quitter. Hein. Je serais bien resté encore un peu plus longtemps parce que justement, pour échanger avec toi et aussi sur ton livre et tes pratiques. Voilà. Mais bon, bah écoutez, mais pour nos chers participants, bah oui, tout a une fin, mais ce n'est que finalement le début d'une nouvelle aventure qui vous attend. Surtout, lorsque vous avez des questions sur le leadership au féminin et que vous voulez plus d'informations sur la formation, n'hésitez pas. Vous avez un mail qui s'appelle pro-academy@igencia.com ou par téléphone, tout simplement au 01 89 71 24 55. 01 89 71 24 55. Eh bien, écoutez, au plaisir de vous retrouver au sein de cette formation. Et puis, je vous souhaite une très bonne lecture également. Livre de Léo Caddy. Léo Caddy, merci à toi, parce que je sais que tu reviens du Portugal et que tu repars ensuite. On est vraiment, j'avais dit, événements, oui. Voilà, entre deux événements, puisque tu animes, comme je le disais, des séminaires et aussi, et surtout, j'ai envie de dire, tu es modératrice et comment dire, oui, on appelle ça maîtresse des cérémonies. Oui, c'est ça. Voilà. Deux autres manières d'utiliser la parole, tout à fait. Voilà, donc entre deux avions, merci d'avoir consacré du temps à cela et surtout, merci aussi aux participants de nous avoir regardé jusqu'au bout et d'avoir posé des questions. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle journée et une très belle fin de semaine. Merci. Merci Jean-Michel. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.